Bon, merci d'être venus, si nombreux et nombreux, en ces temps très froids et très verglacés. C'est vrai que c'est pas facile de sortir, de prendre la voiture en ces temps-là, mais vous avez fait l'effort et vraiment, ça nous touche beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux conférencières parmi nous. Christine Bretonnier-Andréane, qui a commis plusieurs livres, mais qui est spécialiste de Jean Giono, agrégée de lettres, spécialiste de Jean Giono, qui a donné récemment une conférence à la Sorbonne, à Paris, et qui, comme ça, est un petit peu la commis voyageuse de Jean Giono, puisqu'elle va de rencontre en rencontre, toujours auprès de son public, pour faire découvrir ses œuvres qui sont succulentes, et qui en plus donc, ont une vraie approche très sensible de Giono, qui est à la fois, qu'on peut comparer, qui est très nietzschéen par certains attraits sous la plume de Christine. Et c'est vraiment très agréable de lire d'ailleurs son dernier ouvrage, Jean Giono, Un désir monstre au-delà de toute transgression, qui aborde justement cette notion de la monstruosité chez Giono. Il y a mon cousin. Mais une monstruosité qui n'est pas peut-être pas tout à fait comme celle des serial killers que nous verrons dans un second temps, avec Isabelle Rachel Casta, qui est ici parmi nous, autrice, philosophe, et également professeure agrégée de lettres, et qui est une spécialiste du polar, du polar, du roman noir, et bien sûr des serial killers. Alors, avec Isabelle, donc dans un premier temps, nous allons étudier l'âme humaine à travers Giono, à travers des personnages de Giono, notamment dans Le Roi sans divertissement en particulier, puis après en général dans toute l'œuvre de Giono. Et puis dans un second temps, nous allons, avec Isabelle Rachel Casta, voir à travers les récits, à travers les films qui ont été faits d'histoires vraies, de meurtriers, et de meurtrières. Nous allons projeter des extraits de films, nous allons voir comment nous allons analyser, décortiquer certains des comportements qui sont assez atypiques et parfois qui reviennent assez régulièrement chez ce genre d'individus. Donc j'espère que nous ne nous y reconnaîtrons pas. Un monstre froid, le thème, sont-ils toujours parmi nous, tueurs, monstres froids, sont-ils toujours parmi nous? C'est la question qui est posée, mesdames et messieurs, merci. Et donc, je vous laisse en compagnie de Christine. Alors, je voulais rajouter que Isabelle Rachel Casta m'a fait l'honneur de préfacer mon dernier opus. Et donc, voilà, c'était quand même aussi ce que je voulais dire. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de collaborer autour de Giono et des tueurs en série. Vous verrez bien que ce n'est pas tout à fait le même profil chez Giono, mais vous verrez bien. Bon. Alors, je vais commencer. Donc là, je présente mon livre. En fait, c'est un extrait de la conférence que j'ai donnée à la Sorbonne le 27 mai dernier. Donc je l'ai évidemment extrêmement raccourci pour que, là c'est une présentation de l'essai, mais qui rentre totalement dans la thématique. Et j'ai raccourci évidemment pour que ça fasse le temps imparti, à savoir 45 minutes pour moi et 45 minutes pour Isabelle Rachel. Donc je vous laisse découvrir un petit peu. Donc là pour l'instant, c'est une présentation d'un Giono qui est totalement inconnu, qui en tout cas me semble pas très connu, qui est complètement différent du Giono qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc j'y vais. Donc je ne vous ai pas dit bonjour à tous bonjour à toutes et à tous. Donc et là j'y vais tout de suite parce que sinon j'ai l'impression que Isabelle Rachel n'aura jamais le temps d'y arriver. Alors je commence par une citation d'Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Essayez de lui résister et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendues. Avec en plus le désir pour ce que des lois monstrueuses ont fait illégal et monstrueux. Donc dans mon essai, Jean Giono, Un désir monstre au-delà de toutes les transgressions, aux éditions Jacques-Marie Lafon, donc paru en juin 2025,
et préfacée par Isabelle Rachel Casta, je pars d'un paradoxe fondamental chez Jean Giono, un écrivain souvent perçu comme un chantre de la nature, de la simplicité paysanne, mais dont les textes regorgent de figures monstrueuses, de récits transgressifs, de pulsions primaires. En prenant appui sur les grands interdits anthropologiques, j'éclaire avec précision l'imaginaire gionien. Articulé autour de 4 notions, le nom du père, le monstre, le secret, la transgression, je poursuis une lecture à la fois structurale, psychanalytique et littéraire. Il s'agit de remonter les strates du récit jusqu'au cœur du fantasme, là où le langage de Giono devient matière vive, corps d'encre et de chair. Mon essai traverse les œuvres majeures d'après la Seconde Guerre mondiale, considérées comme celles du Giono deuxième manière, notamment Un roi sans divertissement, Deux cavaliers de l'orage, Le moulin de Pologne, Noé, Edmond, Dragoun, pour faire une typologie du monstrueux, non comme figure de l'autre, mais comme surgissement du soi. Donc c'est là toute la différence. Les figures féminines centrales et ambivalentes incarnent la mère archaïque, la femme dévorante, la sibylle prophétique, renvoyant l'homme à son impuissance, à son désir et à son effroi. Le monstre, chez Giono, n'est jamais totalement extérieur, il naît du clivage, de la confusion des frontières, du refus du refoulement. Ça, c'est extrêmement important. Cet acte d'interprétation est une descente au plus profond d'un imaginaire littéraire où le sublime se mêle à l'abject. Donc, avant d'en venir à Giono et à ses monstres personnels, je vais m'attacher à définir le monstre et à mettre en évidence ce qui constitue son inquiétante étrangeté. Et là, je cite une notion que Julia Kristeva emprunte à Freud. Selon Julia Kristeva, qui s'appuie ici sur la notion d'inquiétante étrangeté qu'elle emprunte à Freud, la peur de l'autre s'expliquerait par le fait que la rencontre de l'altérité nous renvoie à l'étrange ou bien à l'étrangeté qui est présente en nous-mêmes. Giono, poète, artiste et penseur, sans mener le monde, ouvre la question, le monde pourrait-il mener son jeu sans l'artiste ? Donc, il est bien difficile d'ignorer ce qu'est un monstre. Le cinéma et la télévision en font une large consommation et offrent à la culture et à la curiosité du public des êtres étranges et venus d'ailleurs. Les journaux d'enfants et la bande dessinée usent et abusent de créatures monstrueuses. Les amateurs d'art connaissent d'autres formes de la monstruosité, celles que nous offrent peintres et sculpteurs, et Jérôme Bosch est célèbre pour son Jardin des délices. J'imagine que vous avez les œuvres projetées sur... Non ? C'est l'assistant qui ne fait pas son job. En remontant le cours des siècles, nous découvrons avec stupeur l'incroyable richesse tératologique dans laquelle vécurent nos lointains ancêtres. En ces temps-là, lorsque la plus grande partie du monde était encore terra incognita, lorsque la science n'avait pas encore démontré les rouages de la nature, analysant et répertoriant tout, faisant reculer les frontières du mystère au fil de ses découvertes, lorsque la raison ne dominait pas encore l'univers, une vie intense grouillait dans les 4 éléments. Vénus, venue du chaos, les êtres qui s'y débattaient peuplaient les mythologies, nourrissaient les superstitions, agitaient les esprits
et prenaient forme sous le burin des sculpteurs, sous les mains des potiers et sous le marteau des orfèvres. Les monstres des arts plastiques sont donc bien connus, alors que ceux qui se dissimulent dans les récits se cachent ou s'enfuient au fil des narrations, et il faut les débusquer, les traquer, les observer enfin, pour recueillir la somme d'informations qui permet d'écrire leur histoire, définir leur nature, découvrir leur origine et connaître les rapports qu'ils entretiennent avec le genre humain et encore avec tous ces êtres de papier nés de la plume de l'écrivain et qui peuplent tous nos récits. Si pour le christianisme qui impose sa loi à tout le Moyen-Âge, l'homme est une création de Dieu, le monstre est, quant à lui, une création de l'homme, donc imparfait, car nul ne peut prétendre égaler le démiurge, mais comment le définir ? Je ne peux guère me passer, éviter, ignorer tout un ensemble de définitions de la monstruosité et du monstre avant de resserrer mon étude, rapprochant les éléments d'une tératologie, voire d'une tératographie strictement gionienne. Un monstre se montre et donne à penser. Comme son nom l'indique, il se présente ou est présenté comme un écart par rapport à la nature déterminée d'une chose. C'est ainsi qu'Aristote le définit comme étant contre nature, paraphysis. Le monstre menace l'identité de la nature d'une chose et de sa fin. Il est incomplet, non fini et informe. Je cite Aristote dans Physique, les monstres, terrata, sont des erreurs de finalité. La question du monstre apparaît d'autant plus cruciale parce que le monstre ne réalise pas sa fin et ne reproduit pas complètement le type générique, le génos, c'est-à-dire la génération continue des êtres ayant la même forme, ce dont les êtres dérivent, puisque la permanence de la forme se trouve assurée par la reproduction depuis le premier générateur. Le monstre incarne le risque d'une distorsion dans la formation naturelle de la forme. En s'écartant de la régularité morphologique, le monstre menace la reproduction comme représentation spécifique. Le monstre est une forme informe qui n'appartient pas ou pas encore à un genre déjà connu, recensé, affublé justement de ce qui nous occupe, un nom. En simplifiant à l'extrême, on pourrait alors supposer qu'un fil obscur relie les catalogues mythologiques des monstres antiques et médiévaux aux fantasmes modernes des classifications tératologiques. Le 19e siècle, la même époque qui, selon Foucault, a réduit et exclu l'altérité de la folie en l'enfermant, réussit finalement à apprivoiser la forme monstrueuse dans les taxonomies rassurantes des traités de tératologie positive. Si l'on parcourt l'histoire du monstre dans l'art occidental, il est manifeste que le monstre est toujours un être, donc je cite, un être montré, représenté, figuré dans les œuvres plastiques ou suggéré, figurable, représentable dans les œuvres littéraires, donc je cite Gilbert Lascaux dans Le monstre dans l'art occidental. Le monstre touche sans doute en nous et hors de nous quelque chose que nous sentons vibrer sans que nous ne voulions ni ne pouvions le reconnaître. C'est alors même la même interrogation insistante qui revient sans cesse nous hanter. Je cite Henri Michaud dans Équador, mais écrire, tuer quoi ? Ce à quoi je réponds, écrire le monstre, tuer l'angoisse. Donc l'élément monstrueux, s'inscrivant à la limite poreuse, perméable
entre l'informe et la forme, reste condamné à une duplicité irréductible, chose intermédiaire et mixte, le monstrueux nie et affirme à la fois quelque chose de menaçant et d'amorphe dans le familier, et le glissement du familier dans le monstrueux est particulièrement sensible dans l'esprit de Jean Giono, vous allez le voir plus tard. Élément d'une thématique, le monstrueux est aussi plus que cela. Comme l'abject, selon Julia Kristeva dans Pouvoir de l'horreur, essai sur l'abjection, je cite, « Ceux qui ne respectent pas les limites, les places, les règles. Le monstrueux perturbe l'identité de celui-là même qui, voulant l'affronter, semblait le mieux s'en distancier. On le voit à la sympathie croissante qui gagne Langlois, donc Langlois, un personnage fondamental, donc le personnage principal dans Un roi sans divertissement, à l'égard de ce criminel en quête de divertissement sanglant qui, selon lui, n'est pas un monstre. On le mesure également à la façon dont Giono, dans Noé, c'est une autre œuvre de Giono, se représente mêlé corps et âme à ces monstrueux personnages en train de naître. Il y a une projection ? Oui, tout va bien. Tout va bien. Donc je cite donc Giono. Parfois, leur avarice ressemble à la mienne. Alors, ils sont d'abord des monstres, composés moitié de moi et moitié d'eux-mêmes. Mais leur avarice n'est pas toujours exactement semblable à la mienne. Nous sommes, eux et moi, monstrueusement mélangés, mal soudés, embouchés à la diable et de guingois. L'instant qui fait chavirer toute familiarité libère un bruit de fond inquiétant qui s'insinue entre les êtres et les lettres, figurant ce lieu atomique qui sépare et relie les signifiants dans le bâillement des intervalles. Mais ce bâillement est irréductible, ombre inquiétante, interstice insoupçonnable, qui se métamorphose sans cesse, s'élargit et se rétracte, mettant en mouvement l'écriture, gonflée et travaillée par ces monstres. Giono, faisant face à ces monstres, le jeu se métamorphose, transgresse ses propres limites, renoue avec son illusoire stabilité. La question du monstre dans les œuvres de Giono exige d'elle-même une approche oblique. Le regard descriptif devra suivre une trajectoire labyrinthique et emprunter de nombreux détours, tout comme la tentative de Langlois de faire reproduire le labyrinthe de buis taillé, je cite un passage d'Un roi sans divertissement. Nous les avons vus 100 fois dans leur comédie. Maintenant, tout a disparu. Mais sur l'air qui domine de haut l'entrelacement brumeux des vallées basses, Langlois avait fait reproduire le labyrinthe de bruit taillé dans lequel, à Saint-Baudille, il avait passé 3 jours de promenade heureuse. Ainsi, je me propose de traquer la question du monstre qui embarque le texte de Giono à l'écart des trajets banalisés, tout en soulignant qu'il s'agit bien là de monstres romanesques. Je souligne l'épithète car ces monstres n'ont aucune existence autonome. À la fois produits du récit et constitutifs du récit, ce ne sont pas des êtres de chair, mais des êtres de mots. Leur sang est d'encre. Si une analyse de type tératographique, une tératographie, ne peut faire l'économie d'une démonstration classique et cohérente, elle doit également se doubler d'une sorte de monstration performative qui produit ce sur quoi elle écrit. Et si la question du monstre
mène bien souvent vers les régions crépusculaires de Jean Giono, il ne peut s'agir de thératographier ces parts crépusculaires, ces parts d'ombre incommunicables, en prétendant livrer une carte complète de ce réseau enchevêtré. Nous n'en proposerons qu'une découpe nécessairement arbitraire et limitée, dans laquelle on pourra éventuellement remarquer l'absence de certains thèmes. Sinon, on en a pour 6 heures. Mais peut-être une totalisation thématique n'est-elle pas souhaitable, voire impossible? C'est que les parts d'ombre, si elles ne sont pas entièrement illisibles, grandissent à mesure qu'on tente de s'approcher des textes de Giono. La singularité de Giono, s'offrant à tous et à personne, est aussi insaisissable que l'ampleur, la démesure, la violence d'un imaginaire qui multiplie encore les possibilités interprétatives du texte. Au-delà des mots, cette recherche thératologique répond à une nécessité interne au texte de Giono. Elle s'inscrit dans des contextes conceptuels précis et rejoint les problématiques classiques de sa pensée, le retour à la tragédie, l'omniprésence de Dionysos. Donc en attendant, je ne proposerai qu'une esquisse schématique pour essayer de montrer quelques enjeux du sublime et du phénomène monstrueux du dionysiaque gionien au travers d'un rapprochement thématique dans les récits de Giono, rapprochement mis en parallèle, confrontation avec différents mythes, donnant naissance aux monstrueux personnages en train de naître, composés, comme le reconnaît Giono dans Noé, je cite, « Moitié de moi et moitié de même, pi, somme, eux et moi, monstrueusement mélangés, mal soudés, embouchés à la diable et de guingois. Les conduits où circulent mes sentiments ne sont pas très exactement dans le prolongement des conduits où circulent les leurs. Et tantôt c'est mon cœur qui double un cœur, tantôt c'est mon foie qui double un foie, tantôt c'est une douce femme qui a mes façons de me mettre en colère. » Les monstres de Giono sont quant à eux des monstres romanesques, leur sang est d'encre. En chacun de nous, quelque chose palpite et réagit à l'appel du monstrueux. Donc cette conférence sera structurée autour de 3 thèmes. Du monstre au mythe, c'est ainsi que je choisis de nommer la première courbe du dédale que je vais parcourir avec vous. Puis j'aborderai 2 figures du tueur en série dans l'œuvre de Giono, pour terminer avec le portrait de l'artiste en monstre. Donc première partie, du monstre au mythe. La thératologie grecque s'est nourrie de la mythologie et de ses personnages monstrueux, ainsi que des fables colportées par les explorateurs et les marchands, qui se font l'écho de traditions locales ou affabulent pour rehausser l'intérêt de leur récit. La mythologie nous montre main héros et main dieu aux prises avec des monstres. Jean Giono joue avec ces héros monstrueux, donnant naissance à une œuvre d'art prodigieuse et singulière, à la fois dionysiaque et apollinienne, inspirée de la tragédie antique. Dans 2 cavaliers de l'orage, il met en scène la relation trouble de 2 frères ennemis, Ange, mon cadet, et Marceau dit l'Antier. Ainsi, Jason l'Antier nous rappelle son homonyme grec, Jason et les Argonautes affrontant les harpies, le dragon gardant la toison d'or en Colchide, les taureaux du roi Aétès. Le retour de la tragédie, l'omniprésence de Dionysos dans 2 cavaliers de l'orage, nous incite à mettre au jour quelques enjeux du sublime et du phénomène monstrueux du dionysiaque gionien
au travers d'un rapprochement thématique, d'une mise en parallèle, d'une confrontation dans Deux cavaliers de l'orage avec le mythe du Janus et de l'androgyne. Hermaphrodite et androgyne, la bisexualité des dieux, ou ose-t-on encore discuter du sexe des anges? Si je me risque effrontément à la malice d'une telle interrogation, c'est qu'il s'agit bien du sexe d'un ange dans Deux cavaliers de l'orage. C'est surtout le monde grec qui reprend le thème de l'homme primitif bisexué, thème développé avec Bonheur par Platon dans le Banquet. Je cite. Jadis, la nature humaine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était bien différente. L'humanité se divisait en premier lieu en 3 espèces d'êtres humains et non en 2 comme aujourd'hui. Outre les sexes mâles et femelles, il en existait un 3e qui participait des 2. L'espèce en a été détruite et le nom seul survit. Cette espèce s'appelait androgyne car son aspect rappelait à la fois le mâle et la femelle. La cause qui différenciait ces 3 espèces d'hommes provenait de ce que le sexe masculin fut au commencement le fils du soleil, le sexe féminin de la terre et le sexe composé des 2 autres, le fils de la lune, car la lune participe à la fois du soleil et de la terre. Donc ainsi parle Platon par la voix de son médecin Aristophane. Fils d'Hermès, l'éternel jeune homme, et d'Aphrodite, déesse de l'amour, hermaphrodite, et frère d'Eros. Grâce à son héritage maternel, il est lié au monde de la forme et de l'amour. L'esthétisme grec privilégie longtemps le corps adolescent, gracile, et préfère les Adonis aux Hercules. Les formes masculines s'adoucissent progressivement jusqu'à devenir efféminées. On glorifie Antinous, éphèbe impérial, favori, en ces temps où l'homosexualité, surtout masculine, est plus qu'admise. Puis on pousse jusqu'à l'extrême la suppression de la barrière entre les sexes et l'on vénère Hermaphrodite. Le texte de Giono, Deux cavaliers de l'orage, au travers de la figure emblématique du cadet des Jasons, ange, illustre parfaitement les 2 faces du mythe de l'androgyne. La face lumineuse du mythe, remplie d'espoir, figure l'union charnelle, réalisée et dépassée. Le portrait que Giono nous révèle de mon cadet symbolise à l'extrême l'union de l'esprit et de la matière, la beauté du corps et l'équilibre de l'esprit, la juste combinaison des forces, l'équilibre des éléments. Je cite. Dès que Marceau regarda et vit Ange, il éprouva dans son cœur un repos comparable. Ce qui avait donné une fin goulue de l'enfant ravissait maintenant dans l'adolescent. Il imposait une impression de sérénité pure et glacée, une certaine lenteur de l'œil qui ainsi appuyait longtemps son noir de goudron, en faisait comme une chose divine. Il commençait à avoir un tout petit duvet d'or au-dessus des lèvres. Les joues étaient d'un ovale parfait, un peu pointu. Ses cheveux, annelés et clairs comme des copeaux, gonflaient au-dessus de son front et de ses tempes. La peau de son visage était satinée et brune, comme la coque des noisettes. Dans toute cette rouerie de beauté qui séduisait et jouait avec la vie, le menton, solide et volontaire, était toujours immobile. C'est ainsi donc que Marceau le retrouva. Tel, disait-il, qu'il l'avait laissé, car habitué aux masses de Marat,
Marceau ne voyait pas les larges épaules de mon cadet, taillées en grâce, et ce buste souple et délié qui, en effet, aurait pu tenir entre les deux énormes mains jointes de l'aîné. Le portrait de mon cadet procède d'une dimension érotique absolument irréductible. Eros, par cette dimension créatrice, par sa situation exceptionnelle au regard du temps primordial, du commencement, est une puissance qui précède le partage des sexes et dont le caractère éminemment originaire en fait avant tout une puissance de commencement. Dans la théogonie orphique, Eros est androgyne, à la fois mâle et femelle, devenant par là même la puissance créatrice par excellence. De même, n'est-ce pas l'orphisme qui place Eros au commencement de toute chose en le faisant éclore à partir de l'œuf primordial, comme la lumière jaillissant des ténèbres aveugles qui l'enveloppent à l'origine. Ainsi, le mythe de l'androgyne, symbolisé par Ange dans Deux cavaliers de l'orage, se révèle à nous sous un lumineux reflet. Ange concrétise l'union de la beauté de la matière et de l'équilibre de l'esprit. C'est l'équilibre trouvé et réalisé, équilibre qui sait communiquer à toute chose. Je cite un extrait du début des Deux cavaliers de l'orage, lorsque Giono évoque les deux frères Maquignon. La beauté de mon cadet avait fait tout de suite merveille comme un feu. Il était arrivé aux lisières des parcs comme une aubaine, et il s'était avancé vers les compagnies semblables aux dieux des mules. Le fait est que Marceau lui-même en était estomaqué. Où diable ce garçon avait-il pris tout ça ? On ne pouvait pas savoir s'il s'arrangeait pour meurtrir la bête avec le mort ou s'il avait un sort pour dominer, mais, ayant monté la plus cabocharde des bêtes, il la fit papillonner et danser et faire des grâces. Alors, pas de face sombre à ce mythe plein d'espoir, pas dans le monde du sacré, mais paradoxalement dans le monde des humains. L'Antiquité connaît les états intersexués et les rejette avec violence. Tite-Live l'explique de la façon suivante. Ces êtres résultent de la nature qui aurait confondu et brouillé les genres. Les androgynes, les hermaphrodites, sont conduits à la mer et exposés sur l'eau. D'autres sont brûlés et enterrés. Les rites varient, mais le principe reste le même. L'hermaphrodite a subtilisé au divin sa caractéristique essentielle, la bisexualité. Cette présomption est punie de mort. Ainsi, Ange, l'hermaphrodite, monstre, né viable, est condamné à mort par le monde antique. Dans la tragédie gionienne, comme si cette viabilité était une erreur de la nature, erreur qu'il faut réparer. Dans Deux cavaliers de l'orage, Marceau, Jason, se fait l'instrument de cette réparation quand il mélange le sang de son frère à la terre. Je cite un autre passage situé à la fin de Deux cavaliers de l'orage. Quand il a été détortillé, on a vu. Il était presque coupé en deux par les coups de serpe donnés par un furieux. Ce mélange du sang de mon cadet au sein de la terre-mère atteste de la face sombre de ce mythe plein d'espoir de l'hermaphrodite. Le Jason, issu de l'imaginaire gionien, a lui aussi voulu la toison d'or. Mais contrairement à Jason, fils d'Éson, il la convoitait pour lui-même. Il n'était pas comme tant d'autres héros dans l'obligation de tenter une mission
considérée comme impossible pour satisfaire aux exigences d'un maître d'œuvre implacable. Donc là, vous devez avoir la peinture, le planche de Chagall. Oui, les deux. C'est bien. Donc, mes deux cavaliers de l'orage nous semblent porteurs d'un autre mythe, issu d'un autre type de monstre, les monstres doubles. Le mythe, comme la science, fait du fondu enchaîné entre jumeaux et Janus. Des faux ou vrais jumeaux simplement accolés au monstre double, dont le Janus, tout existe et tout est mythifié. Deux cavaliers de l'orage témoignent à son tour de la lutte fratricide des deux frères. Ange et Marceau, monstres doubles, ils gardent le même symbolisme de division de soi-même, allant de la riche bipolarité à la néfaste désunion. Lorsque Robert Ricat, donc je cite Robert Ricat dans la notice de Deux cavaliers de l'orage, pour échapper à la contingence qui frappe tous les humains, Marceau n'a qu'à aimer un autre Marceau, plus jeune, plus beau, mais semblable, et à former avec lui un couple où la vie, enfin, peut être justifiée parce qu'elle tourne en circuit fermé et va du même au même, et qu'elle institue ainsi une parfaite autonomie de l'être. Nous sommes d'hommes amenés à penser au banquet de Platon qui met en scène deux amants couchés ensemble, à qui Héphaïstos, le dieu forgeron, pose cette question. Que désirez-vous, humains, qu'il vous advienne l'un par l'autre ? Silence embarrassé. Le dieu propose une réponse à laquelle ils acquiescent, ravis d'entendre énoncer la vérité ignorée de leur désir. Désirez-vous former un seul être, que ni nuit ni jour vous ne soyez éloignés l'un de l'autre ? Si c'est bien votre désir, je vais vous fondre et vous réunir en un seul et même être. Marceau désire l'union, voire la fusion d'un seul être, comme si son frère et lui constituaient deux parties d'un même tout, même avec le sentiment quasi métaphysique que cette unité a toujours existé et qu'il s'agit de réunir deux êtres séparés par hasard, de reconstituer une unité par-delà les contingences de la séparation, une unité éternelle, d'une nécessité absolue et transcendante. Ainsi, Marceau ne désire-t-il rien d'autre que la reproduction du couple gémellaire soudé, c'est-à-dire du monstre double, le Janus. Merci. Alors là, je vais passer à deux figures du tueur, donc pour rejoindre le titre de cette, réunion, deux figures du tueur en série dans l'œuvre de Giono. Donc je vais vous présenter deux figures du tueur en série dans l'œuvre de Giono. L'une féminine, Edmonde, dans le roman Edmonde et autres caractères, publié en 1968, et l'autre masculine, Monsieur V, dans le roman Un roi sans divertissement, publié en 1947. Si la domination de l'ogre reste fragile, la domination féminine, cela ne permet aucun doute, est bien plus redoutable. De fait, quand la passion de dominer s'exprime et prend forme dans le cœur
bien bâti d'une géante, la femme exerce un pouvoir implacable, inflexible, dans une harmonie et une correspondance parfaite entre la force du corps et celle inexorable de l'esprit. Certaines Vénus deviennent des monstres effrayants à l'image même d'Edmonde. Je cite un passage d'Edmonde. Les jeunes filles, tant qu'elles sont vierges, ont une beauté de fruit. Puis, cette beauté éclate et on la voit en éclat dans les enfants. Il ne reste vraiment rien de leur premier état. Certaines Vénus deviennent des monstres effrayants. Elles ont presque toutes des bouches du XVIIe siècle, édentées ou pire encore, avec quelques grandes dents déchaussées et qu'elles sucent. C'est assez abominable. Mais il ne faut pas prendre leur air niais pour argent comptant. Ce sont presque toujours de maîtresses femmes, au pied du mur. Elles font merveille. On se souvient encore d'Edmond Girard. Donc la monstruosité du corps est le signe d'une volonté implacable et cruelle, pesant sur le cours du destin. Ainsi, la maîtresse femme, l'ogresse, possède-t-elle une beauté aux limites de la normalité et de la démesure mythique, de la faconde, de l'exubérance à la brutalité, voire même à une longue chaîne de violences extrêmes, d'accès de fureur inexprimables, toutes les fureurs que peut engendrer l'imagination. Il n'y a qu'un seul pas, et à tout moment, l'ogresse devient alors théâtre d'un drame. Sa beauté n'est pas une beauté statique, figée, elle semble douée d'une mobilité réglée sur les fluctuations et les caprices d'une vie propre. La maîtresse femme diabolise tout ce que son œil entrevoit, les fleurs, les statues de vierges. L'enfant est ensorcelé à jamais par le tranchant de cet œil violet. Toutefois, l'aspect brutal d'Antonine, c'est un autre personnage, demeure encore dans l'ordre de la beauté du diable. Que dire de la mère de la route, un autre personnage dans le Chant du monde. Son hermaphrodisme monstrueux la rend délabore, effrayante. Si l'on met de côté l'humour gionien, qui tempère aussitôt la description, je cite un passage du Chant du monde. C'était une femme forte et brune, avec de la moustache et de gros sourcils. Elle était faite comme un homme, à mains épaisses, un nez de mâle, un corps sans hanches, seulement un peu attendri à la poitrine. Ainsi, la femme forte est-elle gourmande du monde qu'elle désire engloutir, à la fois du regard et de sa large bouche. Il suffit de peu, cependant, que cette gourmandise qui caractérise la maîtresse femme ne se transforme en dévoration d'ogresse. Je cite un passage d'Edmonde. Elle a alors, évidemment, les passions de sa famille à se mettre sous la dent, mais c'est peu. Ou bien c'est une nourriture qui ne répond pas à sa faim. Cette ogresse semble faite pour mordre la vie à belles dents dans la jouissance totale des choses et des êtres. Oui. T'inquiète, excuse-moi. Non, c'est bon. Ah bon. Je cite un autre passage d'Edmonde. Edmonde entouré de ses proches à la fin de sa vie. Et donc, pour rejoindre notre femme tueuse, qui a tué tous ses maris. Edmonde est un de ces errants, malgré sa paralysie complète, et peut-être en raison même de cette paralysie. Elle n'a bien entendu pas perdu le souvenir de ses gestes, elle cherche à les oublier. Non pas qu'elle regrette quoi que ce soit, au contraire, elle est très fière de ce qu'elle a fait et qu'elle referait, ainsi c'était à refaire. Mais elle veut oublier par une sorte d'humilité. Il lui semble qu'après avoir si parfaitement réussi, il importe qu'elle se délivre
de tout orgueil et qu'elle rende à Dieu ce qui est à Dieu, car sans lui, elle aurait pu être prise dans la main dans le sac au moins 3 fois. Il s'agit bien évidemment des 3 maris qu'elle a tués. C'est pourquoi elle refuse d'être repliée sur elle-même et elle observe le monde grâce à l'intelligence de son observation. Elle en fait partie, elle s'y engloutit, elle y disparaît, et c'est bien sous l'aspect d'une reine qu'elle apparaît là-haut, sur la terrasse du chalet suisse, assise dans son fauteuil. Du reste, Edmonde elle-même se définit comme une ogresse, je cite. Le dentier enlaidissait Edmonde. Elle essaya, se regarda dans la glace et retira l'appareil. Elle n'avait jamais vu un tel visage d'ogresse. Donc Giono exacerbe en nous une violente et irrépressible pulsion scopique. Nous devenons fatalement des voyeurs, mus par une curiosité irrésistible devant le spectacle de 2 monstres, ogres, ogresses, à la fois êtres humains et sensibles à nos yeux, et d'une extraordinaire dimension. Aussi, la maîtresse femme est-elle un personnage qui résiste de tout son poids au sein d'un monde romanesque profondément marqué par la paternité, par l'image centrale de l'homme et de sa destinée. Face à la figure de l'homme, la maîtresse femme l'emporte sur le plan romanesque, donnant naissance à des accouplements monstrueux. Parfois, la maîtresse femme frissonne de plaisir au souvenir de sa propre monstruosité. Même clouée dans un fauteuil, Edmonde ne peut s'empêcher d'être à l'écoute de son passé. Je cite. « Ce n'est pas possible, disait-elle. Tu n'as pas pu faire une chose pareille. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Non, c'est pas toi. Non, c'est bien toi. Tu as fait tout ce qui paraît si extraordinaire. Mais pour le réussir, tu as été obligé de mettre la main à la pâte. Dans combien de choses encore plus extraordinaires et dangereuses. Elle se faisait peur, elle frissonnait, elle était ravie. L'évocation d'un passé peuplé d'un cortège d'actes monstrueux, sans pour autant induire le moindre repentir dans l'esprit d'Edmonde, nous permet d'associer la monstruosité physique à la monstruosité psychologique chez ce personnage. Edmonde est inquiétante parce qu'elle semble dépourvue de toute morale. Dans Edmonde et autres caractères, donc c'est un autre texte, c'est donc le texte de Giono, la violence vient au contraire d'un trop-plein de vie. La mort circule autour d'elle, mais elle n'organise pas une série de meurtres selon une logique de prédation répétitive. Chez elle, cette violence est vitale, organique et débordante. Donc je viens d'évoquer le personnage d'Edmonde, la figure féminine de la tueuse en série gionienne. Passons maintenant à la figure masculine du tueur en série. Pour introduire la figure masculine du tueur en série que je vais vous exposer, je cite les propos de Mireille Sacotte, professeure à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Tuer les gens passe encore, si c'est pour les voler ou les violer. Ça ne se fait pas, mais on peut comprendre. Mais escamoter, sans laisser la moindre trace et sans aucun mobile imaginable, voilà qui dépasse l'entendement. Car il ne s'agit pas de meurtre au départ, mais de disparition en série. La victime tourne le coin de la maison et s'évanouit, comme si elle n'avait jamais existé. Aucune hypothèse raisonnable ne tient. Dans Un roi sans divertissement, Monsieur V ne tue pas par vengeance, par pulsion sexuelle ou par profit. Il tue pour échapper à l'ennui. Tuer est une tentative désespérée de se divertir au sens pascalien. Comme le dit Jean Cocteau, le rouge est l'or du théâtre,
sans oublier le lustre. Le sang sur la neige illumine la nuit des âmes. Il s'impose comme un contraste nécessaire à la blancheur vide de l'existence. Le crime est perçu comme une œuvre d'art ou un rite sacré. La victime n'est pas forcément haïe, elle est simplement l'instrument du divertissement au sens pascalien. Donc, je cite, « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère » dans les pensées de Pascal. Le capitaine Langlois, chargé de l'enquête, comprend progressivement quelque chose de troublant. Il ressemble au meurtrier plus qu'il ne voudrait l'admettre. Lui aussi cherche une intensité capable de rompre l'ennui. Lui aussi est fasciné par la chasse, puisqu'il tue le loup, les yeux dans les yeux, tout comme il tuera Monsieur V, les yeux dans les yeux. Je cite un extrait de l'essai de mon ami Pierre Dupuy-Pardoel, Brève archéologie du monde des modernes. Impassibilité, ataraxie, pharmacatone, comme remède à tous nos troubles. Sottise donc, à moins d'autrement relire Épicure, où l'âme ne peut ne pas trembler. Grandeur des Grecs, reconnaîtra Nietzsche lui-même, qui savait mourir ou aimer en regardant la mort en face, sans reculer d'un pas, comme le chevalier en sa partie d'échecs avec la mort, qui s'est pourtant perdu d'avance pour l'occuper un peu et la détourner un instant chez Bergman en son 7e saut. Monsieur V, comme Edmond, incarne l'exploration gionienne de la cruauté humaine et de la violence primitive. Je cite encore Mireille Sacotte. Acculé à la mort, le loup montre le chemin à Langlois en acceptant la mort parce que, comme Monsieur V, l'autre monsieur, il a connu la jouissance interdite du théâtre du sang, celle qui signe l'appartenance à une caste établie ailleurs, indifférente aux contingences de ce monde. Ainsi, au cours du roman, Langlois aura tué fraternellement 2 hommes dont un loup, ou 2 loups dont un homme. Langlois, sa cartouche de dynamite dans la bouche, éclate avec un bruit de tonnerre, version moderne d'une mort à l'antique, celle par laquelle Zeus enlevait parfois des hommes remarquables pour les élever à une dignité supérieure ou en faire, peut-être, la part solaire de l'humanité. Donc j'en arrive à la dernière partie de cet exposé, portrait de l'artiste en monstre. Je commence par une citation tirée des entretiens de Jean Amrouche et Tao Amrouche avec Jean Giono. Lorsqu'on est engagé dans l'aventure d'un livre à écrire, ce que l'on souhaite plus ou moins confusément, c'est de s'exprimer d'une façon totale, complète, et dans une sorte d'explication de ce que l'on est. En somme, chaque livre n'est pas autre chose qu'une façon de poser cette question. Qui suis-je ? Cette interrogation nous renvoie aussitôt à cette affirmation assénée par le narrateur de Noé. Au fond, ce que j'écris, même quand je me force à être très près de la réalité, ce n'est pas ce que je vois, mais ce que je revois. C'est en revoyant que je connais peu à peu tous les secrets de ceux qui ont entouré Langlois. Quand je dis entouré, je ne veux pas dire qu'il était un centre, je veux dire qu'ils étaient alentour, qu'ils vivaient en même temps que lui. Si j'ai envie de parler d'eux, c'est que le centre ne se trouve pas dans Langlois. Peut-être est-il dans Monsieur V, on verra bien sur le plan cavalier, et je fais partie de ce plan cavalier. Quoi qu'on fasse, c'est toujours le portrait de l'artiste par lui-même qu'on fait. Cézanne, c'est une pomme de Cézanne. De nombreux artistes ne sont-ils pas représentés eux-mêmes en monstres, comme Frida Kahlo, dont nous avons choisi cet autoportrait monstrueux, la colonne brisée, Francis Bacon,
Donc là, vous avez les portraits. Sans doute, Giono projetait-il déjà une large part de lui-même en Antoine, Bobby ou Saint-Jean, figures héroïques dont le rôle salvateur s'imposait au premier plan. Dans les chroniques, ce sont bien des êtres noirs, ambigus et monstrueux qui se présentent le plus souvent comme des doubles du romancier. Le professeur d'Espérance a été anéanti par la réalité d'une guerre monstrueuse, génératrice chez Giono d'une nouvelle conception de la monstruosité, ainsi que d'une manière différente de l'exprimer. À l'instar d'un Bruegel capable d'exprimer, comme le dit le narrateur de Noué, la monstrueuse accumulation des vies entremêlées. On peut donc, sans bouger, être maître des signes et des noms. Edmond l'ogresse est un miroir de l'artiste et de son appétit démesuré de dominer, depuis un lieu limité, le monde sans limite des autres et des choses par la maîtrise des signes. Dans ces personnages manipulateurs, souverains, le romancier projette son propre divertissement de roi. Au-delà de sa double nature dionysiaque et apollinienne, Giono se décrit et se définit lui-même comme la figure du Janus, monstre double que nous avons évoqué au début de cette seconde partie. Je cite un passage de Noué. Alors ils sont d'abord des monstres, composés moitié de moi et moitié d'eux-mêmes. Nous sommes, eux et moi, monstrueusement mélangés, mal soudés, abouchés à la diable et de guingois. Donc, la conclusion. Tout est dit, et en même temps rien n'est dit, trop ou pas assez, tout s'inscrit entre les lignes dans ce jeu de miroir qu'est la rencontre prismatique entre écriture et lecture, comme une cryptographie quantique, accéder à une information en modifie la teneur. Du récit comme trame d'énigmes qui nous appartient de démêler, Roland Barthes, dans SZ, son fameux commentaire d'une nouvelle de Balzac, intitulée Sarrasine, fait du secret des étapes qui mènent à son dévoilement l'une des dimensions majeures de toute lecture. Il appelle cela le code herméneutique. Car autant que nous décodions un texte pour recevoir le message qu'il nous délivre, nous l'encodons, le surcodons, dit Barthes, en y investissant une somme d'émotions nées de nos expériences, de nos goûts, de nos lectures antérieures, en un mot, de notre vécu. Notre réception d'un texte, mais il en va de même d'une pièce musicale ou d'un tableau, n'est jamais neutre. C'est pourquoi nous ne lisons ni ne lirons jamais le même livre que notre voisin, bien que nous partons du même support. Il est impossible que nos deux imaginaires, nos deux personnalités recréent à travers lui une histoire identique. C'est le même jardin, mais les sentiers qui le parcourent bifurquent et se parent de sinuosités nouvelles pour chaque promeneur. Souvenons-nous du labyrinthe de Buis de Langlois. Giono, penseur, romancier, poète, peintre et musicien, a plus d'un secret dans son sac. Passé muscade. La formule est exclamative. Elle appartient au vocabulaire des prestidigitateurs. La réussite du tour était ponctuée d'un passé muscade, destiné à provoquer l'enthousiasme des spectateurs. Giono est à l'image de tous les personnages de bonimenteurs, escamoteurs, bonneteurs, acrobates que l'on recouvre dans son œuvre. Le manipulateur est passé derrière l'apparence des choses, il tire les ficelles et se sert d'autrui comme d'un pantin. Le manipulé ne doit y voir que du feu, tomber dans le panneau, se prendre au miroir aux alouettes. Toutes les expressions employées par Giono appartiennent soit au domaine de l'optique, entre le visible et l'invisible, soit à celui de la chasse, et elles traduisent alors le rapport de la proie à son prédateur,
En bon artiste de foire, il doit nous divertir avec sa galerie de monstres capables de toutes les transgressions, tout en se désignant lui-même en monstre. Je cite un passage de l'eau vive. Le poète est une sorte de monstre dont les sens ont une forte personnalité. Lui, le poète, il est là au milieu de ses bras, de ses mains, de ses yeux, de ses oreilles, de sa peau, comme un petit enfant emporté par des géants. Il est obligé de voir plus loin, il est obligé de pressentir. Il est là-haut, sur de formidables épaules, et l'horizon s'étant abaissé, son regard vole jusqu'au bout de l'horizon des poètes. Il est le parfum des étoiles. Les étoiles tombent sur lui. Son travail à lui, c'est de dire. Giono, poète, artiste et penseur, sans mener le monde, ouvre la question. Le monde pourrait-il mener son jeu sans l'artiste ? Merci Christine pour ce brillant exposé.